Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu que la physique en fait est au cœur de notre vie et qu'en fait elle a contribué à l'amélioration du confort de l'homme et l'amélioration aussi de tous ces outils qu'il utilise quotidiennement, en partant du téléphone portable, du réseau électrique. Et de beaucoup d'autres applications aussi. Donc la physique n'est pas seulement une recherche des lois de la matière, mais bien sûr, c'est aussi une recherche des lois de la nature, comprendre et pousser les limites de la connaissance, mais c'est aussi avoir un petit peu une vue et des applications pour l'homme qui seront justement très utiles. Et on voit en ce moment la rapidité avec laquelle ces applications sont en train d'avancer. Alors, je commencerai un petit peu par l'électricité, justement. Comment finalement l'électricité qui vient du mot électron, l'ambre jaune, qui avait cette propriété d'attirer les petits objets, qui au départ, on croyait que c'était de la magie, que c'était un pouvoir divin. Et puis, il faut attendre justement la loi de Coulomb vers le XVIIIe siècle pour expliquer ce phénomène qui en fait consiste en une interaction entre des charges, des particules chargées. Donc en fait, les particules à l'échelle de la matière ont une propriété qui est la charge électrique, donc il y a deux types de charges, et donc il faut attendre, vous voyez un petit peu combien on a attendu pour comprendre cette électricité statique, qui était à l'époque objet d'amusement dans les salons, donc c'est un petit peu une première entrée de la science, mais plus tard, avec la pile Volta, nous passons de l'électricité statique à la pile, et la pile, c'est la création du courant électrique. Plus tard, en 1830, c'est la découverte des phénomènes d'induction. Et on voit un petit peu entre le 1700 et 1850 cette grande évolution de la compréhension des phénomènes liés à l'électricité. On montre entre autres justement que l'électricité et le magnétisme sont liés et que l'un engendre l'autre, d'où d'ailleurs le mot électromagnétisme. Et c'est Maxwell, en 1864, qui comprendra finalement que ce phénomène est un seul phénomène et que la lumière et les ondes électromagnétiques sont produites justement par un champ électrique et magnétique. Et nous allons voir que les ondes électromagnétiques sont au cœur de notre vie et on est inondé d'ondes. Alors, ces ondes, en fait, elles partent du domaine radio, qui sont des très basses fréquences, de grande longueur d'onde, micro-ondes, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Alors, toutes ces ondes obéissent aux mêmes lois de la physique. Elles se propagent toutes à la même vitesse que la vitesse de la lumière. Et dans notre vie quotidienne, donc, elles ont des applications très variées. Donc, le courant qui circule dans nos maisons, qui est le courant à 50 Hz, c'est les basses fréquences. Ensuite, nous avons le courant, les fréquences radio, puis les hautes fréquences, qui sont les fréquences utilisées pour les téléphones portables. Ensuite, les micro-ondes que nous utilisons pour chauffer la nourriture, puis l'infrarouge, et le domaine visible qui est la lumière, qui est en fait le seul type d'onde électromagnétique pour lequel notre œil est sensible, parce que notre œil n'est capable de voir que les ondes dans le domaine visible. Donc, vous voyez que le domaine visible n'est qu'une petite fenêtre de tout ce spectre électromagnétique. Puis arrive le domaine de l'ultraviolet et les rayons gamma, qui constituent en fait les ondes électromagnétiques les plus énergétiques, qui sont très nocives pour l'homme. Alors, voyons un petit peu juste comme ça au passage, tous les appareils que nous avons vont détecter ou émettre des ondes électromagnétiques. Donc, nous avons des antennes dans tous les appareils que nous manipulons, qui sont en fait des objets très simples, qui ont été conçus au départ comme étant rudimentaires et qui sont maintenant de plus en plus sophistiqués, de plus en plus miniaturisés et de plus en plus performants. Alors, d'autres propriétés, comme par exemple le radar, qui est tout simplement un système qui va émettre une onde électromagnétique
qui va rencontrer un obstacle et donc va être réfléchi. Et le radar est donc capable de prendre en compte cette information et de détecter et de déterminer la position de l'obstacle. Alors, voyons un petit peu maintenant justement le spectre électromagnétique. Il nous permet c'est le messager de l'univers, donc il nous permet de comprendre l'univers qui nous entoure, donc les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies, tous ces objets célestes, en fait, on les étudie à travers la lumière qui nous envoie. Et cette lumière-là, vous voyez, elle balaye tout le spectre électromagnétique, pas seulement le domaine visible. Et on peut voir, par exemple, justement, que un même objet n'a pas du tout le même aspect si on le regarde, par exemple, dans le domaine radio ou dans le domaine visible. Donc, beaucoup d'informations sont tirées de l'univers et beaucoup de questions sont encore sans réponse, en particulier la masse de l'univers. La masse de l'univers, si on compare la masse détectée, la masse qu'on mesure ou qu'on détecte à partir du rayonnement qu'on reçoit, et les conséquences ou les prévisions qu'on tire à partir de la dynamique céleste, à partir de la relativité générale, on se rend compte qu'il y a une contradiction. Et donc, il y a, semble-t-il, une masse invisible. Donc, une des questions de l'astrophysique actuellement, c'est où est cette masse ? Est-ce qu'on n'est pas capable de la détecter? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et peut-être qu'il faudrait encore de nouvelles théories pour comprendre la masse manquante dans l'univers. Alors, voyons un petit peu, justement, le rôle de l'atmosphère dans tout ça. Est-ce qu'on est capable d'observer, est-ce qu'on reçoit à la surface de la Terre tout ce rayonnement? Non, et heureusement d'ailleurs, parce que notre atmosphère nous protège du rayonnement très énergétique qui est le rayonnement gamma et les rayons X. Et en fait, c'est la couche d'ozone, justement, dont parlera peut-être mon collègue Siddiqui plus tard. Donc cette couche d'ozone nous protège de ce rayonnement très énergétique parce qu'elle absorbe ce rayonnement dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc, et justement, un des risques pour l'humanité, c'est que suite à notre grande activité humaine à l'échelle de la Terre, il y ait une réduction de cette couche d'ozone, une détérioration de cette couche d'ozone. D'ailleurs, il y a quelques trous, par exemple, dans l'hémisphère sud, voisinage au Chili, par exemple. Et donc, c'est grave pour l'humanité parce que là, effectivement, ce rayonnement est très nocif pour le corps humain. Et donc, vous voyez que finalement, notre activité humaine a un impact sur la protection, sur les propriétés, enfin sur la vie de l'homme. Et donc là, on ne doit pas quand même négliger ça. Et on doit, pour le futur, faire attention à préserver l'environnement et même justement anticiper sur ces différentes conséquences qui pourraient être, je ne dirais pas irréversibles, mais graves pour l'humanité. Alors, donc, si on regarde un petit peu finalement les fenêtres électromagnétiques qui peuvent arriver à la surface de la Terre, on a juste le domaine radio, et heureusement, donc c'est comme ça qu'on peut justement communiquer d'une partie à l'autre de la planète, et le domaine visible. Alors, comment on fait pour observer le rayonnement électromagnétique qui nous vient des galaxies, des étoiles, etc. Et bien, en fait, on envoie des satellites, justement, au-dessus de la couche de l'atmosphère, et c'est comme ça qu'on arrive à couvrir tout le spectre électromagnétique du rayon gamma au rayon radio. Et donc, ces recherches nous permettront de mieux comprendre l'univers, de mieux comprendre l'origine de l'univers, le Big Bang, et les premiers instants de l'univers qui, on sait encore, constituent une des questions brûlantes de la physique, de l'astrophysique. Alors, je passerai maintenant à d'autres aspects. C'est que la physique, non seulement consiste à chercher les limites de la connaissance, mais la physique a été au service de l'homme, et en particulier pour la médecine. La radiographie aux rayons X, bien sûr, c'est très commun, mais surtout, il y a d'autres utilisations, comme l'imagerie par résonance magnétique, qui a été développée ces dernières années. J'en reparlerai un petit peu plus tard. La radiothérapie, et récemment la nanotechnologie permet de développer des nanoparticules
qui vont nous permettre de faire un traitement des cellules cancéreuses, mais localement. Donc en fait, le principe est le suivant, c'est que ces nanoparticules ont une fréquence propre, et en fait, on va les exciter à leur fréquence propre. Donc il va se passer un phénomène qui s'appelle la résonance. Et ce phénomène de résonance va chauffer localement et va brûler, si vous voulez, en quelque sorte, détruire les atomes, les cellules cancéreuses qui se trouvent dans une région bien déterminée. Donc cette méthode de traitement du cancer, elle est moins invasive, elle ne va pas justement détruire tout le corps, et elle va se localiser sur les régions malades. Donc voilà un petit peu un des objectifs de la nanotechnologie aujourd'hui, c'est la physique au service de la médecine. Alors, je parlerai ensuite justement de la physique au service de l'informatique. Et là, depuis les années 70, en fait, la physique permet de déterminer les propriétés des matériaux, conducteurs, isolants, semi-conducteurs, semi-métaux. Donc, et en particulier, les semi-conducteurs ont pris une place très importante dans le domaine de l'informatique, en particulier le silicium. Mais pas seulement les siliciums. Donc, les semi-conducteurs sont utiles pour les jonctions PN. Les jonctions sont un des éléments essentiels des transistors. Et les transistors nous permettent de construire un microprocesseur. Si on regarde un petit peu l'évolution depuis les années 70, le nombre de processeurs n'a pas arrêté d'augmenter. Il a doublé tous les 2 ans. Le nombre de transistors a doublé tous les 2 ans dans un microprocesseur. Et ça, c'est pourquoi? Tout d'abord, pour augmenter la capacité de calcul, la rapidité et aussi la tendance vers la miniaturisation. Donc, ces 2 effets conjugués nous amènent justement à la loi de Moore. La loi de Moore qui vous montre un petit peu l'évolution du nombre de transistors par microprocesseur. Et on voit cette augmentation vertigineuse. Alors, maintenant, on arrive justement aux limites. Donc, on est en train d'augmenter ce nombre de transistors, mais on arrive à une limite qui est la limite où on ne va plus pouvoir entasser encore plus de transistors. Et donc, on est en train on pense que ces dernières années, on va arriver à la limite de ces microprocesseurs et qu'il y a un nouveau défi justement qui est à nous, c'est que le futur, ça va être les ordinateurs quantiques, où maintenant on va avoir une autre conception de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que en fait, les électrons sont tellement proches les uns des autres dans ce processus de miniaturisation que finalement on va atteindre les limites de la mécanique quantique dans laquelle on ne peut pas de façon précise et déterminée donner à la fois les caractéristiques de la position et de la vitesse de l'électron, par exemple. Et donc, on est obligé de passer à une autre théorie plutôt probabiliste. Donc, beaucoup de physiciens sont en train de travailler sur ce sujet, qui est un sujet très excitant. Et la phase, vous voyez, dans le processus, il y a la recherche fondamentale. Ensuite, vous allez avoir la phase de recherche et développement, puis la phase d'industrialisation. Donc, ce cheminement est long et bien sûr, il dépend du génie des physiciens, de leur capacité d'innover. Donc, je suis sûre que certains d'entre vous vont contribuer justement à cette innovation. Et d'ailleurs, les boîtes qui sont en train de construire les microprocesseurs ont beaucoup investi pour la miniaturisation des microprocesseurs, mais je pense qu'on est en train d'arriver vers une limite, donc on doit aller vers autre chose. Et là, les capacités d'innovation sont très, très importantes et elles sont très souhaitées. Alors, d'autres défis de l'avenir, justement, sont l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie pose un grand problème pour l'homme parce que notre vie a évolué. Nous sommes en train de consommer plus d'énergie parce que nous avons plus de besoins, plus de commodités, Et jusqu'à présent, l'essentiel de l'énergie utilisée, c'est une énergie fossile, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'uranium aussi, mais c'est pas notre source d'énergie favorite. Alors, il faut penser à des alternatives. D'accord? Et donc là, la solution, c'est les énergies renouvelables. D'accord? Alors, la question des énergies renouvelables est une question qui est encore un sujet de grande actualité et de grande recherche.
Et là aussi, il faut faire conjuguer les efforts des physiciens, des industriels dans le domaine de la recherche et développement. Pourquoi? Pour optimiser ces systèmes. Donc vous avez le solaire thermique dans lequel en fait on concentre l'énergie solaire en un point qui va permettre ensuite de transformer cette énergie en énergie thermique. Vous avez aussi l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique, biomasse. Donc toutes ces sources d'énergie sont encore à améliorer en termes d'efficacité, en termes de coûts. Je parlerai par exemple de l'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire photovoltaïque. En quoi elle consiste? Vous avez le rayonnement solaire qui est là, qui est tout le temps présent. Et en fait, on va transformer ce rayonnement électromagnétique du soleil en un courant électrique. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment on va améliorer la performance parce que ces systèmes n'ont pas encore un rendement assez satisfaisant et leur coût est élevé. Donc les recherches se poursuivent, mais il n'y a pas seulement la question de l'énergie, de la notion d'extraction, d'amélioration des performances et des rendements, mais il y a aussi toute une autre problématique qui se pose à nous, c'est comment distribuer l'énergie, comment la stocker, comment réduire les pertes. Et en particulier, on voit que, par exemple, on pourrait utiliser les surfaces énormes de désert pour des panneaux photovoltaïques à volonté, mais la question, c'est après comment transporter l'énergie. Alors, une des possibilités, justement, c'est pour éviter les pertes. Vous savez que les pertes sont entre 5 et 10% de pertes. Ça dépend des distances. Plus les distances sont grandes et plus les pertes sont importantes. Donc, l'une des possibilités, et les physiciens pensent à cette possibilité, c'est par exemple d'utiliser des supraconducteurs qui n'ont pas de pertes, justement, par effet Joule. Vous avez dû voir l'effet Joule. La résistance, la puissance dissipée par effet Joule, c'est RI carré. Donc, ces matériaux, les supraconducteurs, n'ont pas d'effet Joule. Et donc, c'est très intéressant. Donc, on peut réduire ces pertes. Seulement, cette propriété n'existe pas à la température ambiante. Il faut refroidir le matériau pour qu'il devienne supraconducteur. Donc, les recherches actuellement sont très intenses pour comprendre les mécanismes dans ces matériaux et pour comprendre l'origine, le mécanisme responsable de la supraconductivité. Voilà une petite vidéo juste pour vous montrer ces propriétés magiques des supraconducteurs. Ce sont des matériaux qui en fait, non seulement ont une résistivité nulle, mais ont une propriété d'expulsion du champ magnétique. Donc, on passe à la diapo suivante. Ces matériaux expulsent les lignes de champ, et donc ils ont une propriété qui peut engendrer, par exemple, un phénomène de lévitation. Donc, un phénomène de lévitation qui est utilisé justement au Japon pour les trains, donc les trains à lévitation. On passe à la diapo suivante. Alors, les autres perspectives de la physique sont la recherche de nouveaux matériaux. Alors, les nouveaux matériaux, par exemple, les matériaux tels que le graphène, les matériaux composites. Alors, peut-être on revient très rapidement aux supraconducteurs. Donc là, je parlais tout à l'heure des trains à lévitation. Ensuite, les autres applications des supraconducteurs, s'il vous plaît. L'utilisation des supraconducteurs dans l'imagerie par résonance magnétique parce que justement on a besoin d'un champ magnétique stable et ça c'est possible avec un supraconducteur. C'est pour ça que dans les installations IRM il fait un peu froid parce qu'on a besoin de refroidir ces matériaux supraconducteurs. Ces matériaux supraconducteurs sont aussi utilisés dans une grande installation. C'est une des plus grandes expériences de la physique qui ont été réalisées ces dernières années. C'est le Large Hadronic Collider. Il se situe à la frontière franco-suisse. C'est un grand accélérateur de particules dans lequel on a justement détecté pour la première fois le boson de Higgs, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un prix Nobel. Et ce boson de Higgs est un des maillons
question qui restait à prouver dans le modèle standard, qui est le modèle qui régit toute la physique des particules et qui est aussi capable de donner un petit peu l'ensemble de la théorie de la physique. Donc c'était un peu le maillon manquant. Donc c'est une expérience qui constitue un peu le couronnement de plusieurs années de recherche dans le domaine de la physique des particules. Je finirai par donc, les ordinateurs quantiques et donc cette possibilité qui peut être offerte avec des supraconducteurs. Ensuite, aussi, ces nouveaux matériaux, par exemple les composites. Vous savez, dans les dessins animés, on voit des voitures qui se tamponnent, qui se déforment, et puis tout de suite, elles retrouvent leur forme initiale. Et bien, bientôt, ça sera de la réalité. Parce que ces matériaux composites, ils sont très résistifs, ils sont très légers, et ils sont capables de retrouver leur forme si vous les chauffez un petit peu, les chauffez avec les conditions nécessaires. Donc ce sont des matériaux de l'avenir qui seront utilisés pour l'automobile, pour l'aéronautique et aussi pour les loisirs, pour les commodités. Encore un dernier slide sur un matériau magique, le graphène, qui a aussi fait l'objet d'un prix Nobel il y a quelques années, et on pense que ce matériau est un matériau magique qui est capable de... les électrons ne ressentent pas leur masse du tout, donc ils sont très légers, ils ont très forte mobilité dans le matériau. Le matériau est très résistant et on pense qu'il va ouvrir la voie vers la nanoélectronique. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer les perspectives de la physique qui sont encore très grandes et j'espère que vous allez contribuer à l'innovation dans la physique et à révéler les nouveaux secrets qu'elle nous cache. Merci.